Et coucou à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver comme chaque lundi dans un nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, je vais vous parler du syndrome du caméléon et notamment du syndrome de la caméléone que j'ai féminisé. Si vous avez déjà lu mes livres comme Femme atypique ou Femme multipotentielle, eh bien vous savez de quoi je parle, mais sinon je vais en parler ici parce que vous n'êtes pas sans savoir que il va y avoir le workshop, oui, 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 un deuxième workshop sur justement ce syndrome-là. Il y en avait eu un premier sur le workshop du syndrome de l'imposteur en janvier, et du coup, qui est maintenant un atelier sur mon site internet. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tout ça en barre d'infos, où justement je vous explique ce que c'est le syndrome de l'imposteur ou effectivement de l'impostrice, et comment finalement eh bien, le combattre, comment le travailler, comment en faire quelque chose de positif. Et il y avait plein d'exercices à ce sujet. Eh bien, je reviens cette fois-ci avec un second workshop qui m'a été beaucoup demandé. C'est justement sur ce fameux syndrome du caméléon et qui touche donc beaucoup d'atypiques. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode de podcast va vous expliquer déjà de quoi il s'agit. Peut-être que vous allez vous sentir un peu visé et je m'en excuse, mais justement c'est peut-être le but aussi pour pouvoir le travailler, que vous compreniez bien en fait les difficultés qu'il y a lorsqu'on a ce syndrome-là jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il y a parfois des points positifs, négatifs? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut le travailler? Bref, je vais essayer de vous répondre aujourd'hui sur tout ça. Peut-être également que vous allez reconnaître des gens de votre entourage et dans ces cas-là, eh bien n'hésitez pas à leur partager cet épisode de podcast parce que ça peut peut-être les aider. Donc qu'est-ce que c'est le syndrome du caméléon? Eh bien, il est plutôt connu sinon on appelle ça l'effet caméléon ou l'effet d'imitation, en fait, en psychologie. C'est le fait de s'adapter à l'autre en imitant son comportement, en se soumettant à ses attentes pour en obtenir un jugement positif. Alors, il y a eu pas mal d'études à ce sujet en psychologie sociale, mais c'est en 1999, ouais, en 1999, pardon, que Chartrand et Barck ont mis en exergue le fait que l'imitation avait une réelle fonction sociale pour se faire accepter. Cependant, attention, l'imitation a aussi des conséquences sur la manière de se percevoir soi et de percevoir le monde. Le fait d'imiter autrui affecte le jugement que l'on porte aussi sur autrui. Mais bien avant ça, il y avait d'autres études, notamment dans les années 70, il y a eu beaucoup d'études sur justement eh bien, le fait d'imiter. Alors si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, mais vous allez comprendre la différence, attendez un petit peu, entre le fait d'imiter et le syndrome du caméléon. Donc déjà, il faut savoir que l'imitation dans les comportements non verbaux, les postures du corps, les mouvements, les bras sont souvent identiques lors des interactions. Si vous avez une posture plutôt fermée, il est possible que votre interlocuteur en fait en fasse de même. Et vice versa. Si vous êtes plutôt souriant, avenant, bah, c'est pareil pour l'autre. Tentez, essayez et vous allez voir. Donc c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi, par exemple, la contagion du rire. Lorsqu'une personne rit, bah, ça conduit souvent l'entourage à rire plus. Même si le rire est un peu factice en fait, ça marche bien. Et c'est un petit peu la thérapie du rire, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on s'oblige à rire et en fait ça nous détend. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça amène aussi le vrai rire, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on le voit, si vos enfants rigolent, s'ils sont pleins de joie, ben, vous aussi ça sera pareil, même si vous êtes fatigué au bout du rouleau quoi. Il y a eu une expérience aussi dans un bar. Il y a une forte synchronicité dans le comportement qui consiste par exemple à amener son verre à la bouche ou à boire, c'est-à-dire que s'il y a plein de gens autour de vous qui boivent, eh ben vous allez en fait vous aussi avoir envie de boire. C'est assez drôle, mais bon voilà. Et il y a aussi une expérience sur les fumeurs, je ne sais pas si vous êtes fumeur, mais il y a une limitation dans la fréquence et l'amplitude des inhalations, mais aussi dans la façon de tenir sa cigarette ou même de l'éteindre. Donc, bref, il y a plein de recherches qui montrent et qui démontrent donc que le fait d'être imité nous conduit à évaluer plus positivement la personne qui nous imite. En fait, ça génère comme un lien. La personne fait comme nous. En fait, on se sent un peu compris. Ça crée finalement une complicité. C'est un peu étrange, mais c'est vrai. On attribue du coup à cet autre qui, a priori, font les mêmes choses que nous, mais c'est inconscient, hein, on lui attribue des qualités. On trouve que c'est une personne agréable, de confiance. En fait, lorsque vous sentez quelqu'un de bien, vous savez, quand on dit « Ah, je la sens bien cette personne », ben, c'est possiblement parce qu'en fait, elle vous a imité et que vous êtes imité l'un l'autre sans le savoir, tout simplement. En fait, vous aviez certainement les mêmes comportements. Du coup, vous la trouvez certainement plus à l'écoute, plus sympathique, etc. Bref, donc forcément, adopter finalement un peu l'effet caméléon, ça permet aussi de se faire apprécier. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que s'adapter, c'est une réelle compétence. C'est une compétence sociale que tout le monde n'a pas. Et je pense notamment aux personnes qui ont le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Eh bien ça, c'est plus compliqué. Parce que lorsqu'on ne comprend pas les codes sociaux, c'est plus compliqué du coup de les adapter. Et donc, on a du mal à imiter. D'ailleurs, on ne comprend pas. Je donne un exemple, mais
le fait de faire la bise, de se serrer la main, de vous voyez les gens, il y a des petits codes comme ça, ou de pouvoir adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face, eh ben c'est pas toujours évident. Et même, il y a certaines personnes qui s'y refusent. Forcément, du coup, elles s'adaptent beaucoup moins. Et donc, elles n'ont pas les avantages de l'adaptation qu'on vient de voir. La personne peut vous trouver moins sympathique, moins altruiste, et donc vous accorde beaucoup moins de qualité et de confiance que si vous aviez adapté en fait votre comportement à elle. Je sais, ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Et c'est plutôt bien fait en soi. C'est plutôt bien fait parce que c'est ce qui fait qu'il y a des atomes crochus ou pas. Donc du coup, effectivement, si vous rencontrez une personne qui ne sait pas adapter les codes comme vous, bah là, possiblement, vous allez mieux vous comprendre, vous dire ah bah elle est comme moi. Et encore que, parce que peut-être que vous avez aussi des codes différents. Bref, c'est complexe, mais c'est hyper intéressant. Mais ça va encore plus loin. On va s'adapter pas juste au niveau de codes sociaux, mais aussi de nos émotions. En effet, si vous allez à un enterrement, il est de bon ton de ne pas spécialement sourire, voire de verser des larmes, de montrer votre tristesse. Et donc, même si vous n'êtes pas spécialement triste, bah, il est possible qu'en fait, bah, vous deveniez triste. Parce qu'autour de vous, déjà par effet de neurones miroirs, eh bien, les gens sont tristes, donc vous avez envie aussi d'être triste parce que ça vous touche, mais aussi parce que c'est une forme d'acceptation de l'autre. Il y a Liliane Maury qui a écrit dans Les émotions de Darwin à Freud que les émotions ne sont qu'une fonction sociale. Elles sont moins subjectives que collectives, malgré ce qu'on croit. Je cite, on pleure parfois pour paraître sensible à certaines expressions délicates et pour paraître éprouver toutes les émotions, afin de se sentir comme tout le monde. En fait, ça rassure. Les pleurs, le sourire, le rire, c'est une forme de langage par imitation. Lacan d'ailleurs, il disait lui-même que l'identification affective commence dès le stade du miroir. Alors le stade du miroir, c'est quand l'enfant se voit à travers le miroir et qu'il comprend qu'en fait, possiblement, il s'agit de lui. C'est pas toujours facile cette petite phase quand les enfants en fait sont très jeunes parce que le bébé qui voit dans le miroir, il pense que c'est quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant parce qu'il veut jouer avec lui. Donc du coup, au départ, il va lui sourire. Le reflet va forcément sourire, mais à un moment donné, il va pas comprendre, donc il va bouder, il va râler. Et en fait, du coup, le reflet en fait de même. Et donc là, du coup, souvent, il se met peut-être à pleurer en se disant mais pourquoi l'autre il me boude et il me râle dessus. Bref, si vous avez des enfants et que vous avez déjà assisté à ça, c'est vrai que c'est assez drôle. Ou bien les petits animaux aussi, effectivement, les petits mammifères, si vous avez un chat, un chien, ça peut aussi avoir été le cas. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que quand on n'a pas les codes, encore une fois, et qu'on comprend pas, ou qu'on trouve que c'est pas légitime, on va pas vouloir rentrer là-dedans. Et forcément, du coup, ça va nous impacter négativement, parce qu'on va pas avoir, en fait, les avantages de l'imitation. Donc ça, effectivement, c'est l'adaptation. Le syndrome du caméléon, pour reprendre cet animal qui, bah, selon où il est, va changer de couleur et va s'adapter à son environnement, va être une problématique et va être véritablement un syndrome lorsque, en fait, on tombe dans la suradaptation. Et il faut bien faire la distinction du coup entre l'adaptation et la suradaptation. L'adaptation, on l'a vu, ça a des avantages. Mais l'adaptation, du coup, même s'il y a une part inconsciente, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut aussi la conscientiser. C'est-à-dire on a la capacité de revenir à qui nous sommes réellement. La suradaptation, c'est bien plus pernicieux. Parce que, en fait, vous vous rendez pas vraiment compte lorsque vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez ni de lieu, ni de personne ressource où vous pouvez totalement être à 100% vous-même. Parce que depuis tout petit, toute petite, vous vous adaptez tellement aux autres, aux besoins des autres, aux attentes des autres, qu'en fait, vous en arrivez à un moment où vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Alors on est d'accord, on évolue en permanence, il y a parfois des fois où on ne se comprend pas soi-même, où on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, où on ne sait pas exactement de quoi on a besoin et ce qui nous ferait plaisir, ça c'est normal, c'est le cas pour tout le monde. Là, on parle bien de suradaptation où en fait on n'arrive plus à faire des choix de vie qui pourraient nous convenir. Et donc on remet tout en question. Est-ce que finalement mon métier me plaît? Est-ce que finalement mon conjoint ou ma partenaire me plaît? Mais ça en vient là parfois. Et ça c'est tellement douloureux qu'on préfère ne pas se poser la question parce qu'en fait on se dit mais attends, mais si je commence à douter de ça, ben en fait ça va pas aller, je vais pas tout quitter, je vais pas tout arrêter, ça va pas du tout. Et donc ça c'est un petit peu douloureux. Et puis il y a aussi ce truc de se dire je comprends pas pourquoi je suis toujours insatisfait. Je comprends pas pourquoi je suis toujours épuisée. Je comprends pas pourquoi en fait j'ai la sensation que personne me connaît. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à maintenir des relations dans le temps. Tout ça, ça peut être des signes, je dis bien peut-être, mais ça peut être des signes que vous êtes tellement adapté, suradapté aux attentes qu'on avait sur vous, mais depuis l'enfance en général, et puis par rapport à ce que vous pensez devoir être, que finalement vous n'êtes pas exploré vous.
et que vous êtes plus en capacité aujourd'hui de faire des choix qui pourraient vraiment vous épanouir. Vous êtes totalement perdu. Il y a beaucoup d'atypiques dans cette situation. Je pense notamment aux personnes atypiques qui sont hypersensibles. Parce que l'hypersensibilité, en fait, génère encore plus l'envie de plaire et la peur de déplaire. Et encore plus si vous avez la sensation d'avoir été rejeté, abandonné, que vous avez comme ça, en fait, des douleurs et des traumas de l'enfance qui fait que c'est encore plus prégnant chez vous de surtout vouloir être aimé à tout prix. Pour les personnes qui ont de la dépendance affective, pour les people pleasers, comme on les appelle, c'est-à-dire ces personnes qui veulent faire plaisir à autrui avant tout, ils sont vraiment en général dans ce syndrome du caméléon. Alors il y a plusieurs stades. Lors du workshop, je vous proposerai un petit autotest en fait pour voir le stade où vous en êtes, bien sûr. Donc il y a le premier stade effectivement où je m'adapte, mais des fois c'est pas clair de est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour les autres, et donc effectivement je suis un peu perdue. Il y a ce second stade de en fait je vais me suradapter, mais je m'en rends pas du tout compte, mais du coup je me sens un peu perdue. Il y a ce troisième stade de en fait est-ce que mes relations sont factices, je me rends pas bien compte, et alors là c'est la grosse angoisse. Et le quatrième stade où la personne en fait ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas du tout parce qu'elle est dans le déni total. Alors attention, ça peut nous parler parce que ça ne nous correspond pas, mais là, ça ne nous parle pas, mais ça nous fait violence. C'est-à-dire que rien que parler de ce concept-là, ces gens s'agacent. De toute façon, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser lorsque la personne s'agace quand on lui parle d'un sujet. Je veux dire, en soi, on pourrait me parler, moi, de n'importe quel sujet, si ça ne vient pas me chercher, même si je ne suis pas d'accord, ça va pas en fait me faire violence et je vais pas en fait réagir, ça va rien activer en moi en fait. Et donc je vais dire ok bah je suis pas d'accord, bon bah voilà on en parle voilà. Mais lorsque ça vient activer quelque chose que je me refuse, quelque chose qui en fait où je me sens bloquée. Et je vous en avais parlé dans un de mes épisodes de podcast justement sur comment on parle des atypies avec son entourage, sur le fameux effet de mode et sur la manière dont ça réactive des gens comme ça active en fait certaines personnes dès qu'on parle d'atypie. Bah, c'est pas pour rien. C'est qu'en général, si elles, voilà, elles sont vraiment autant violentées, parce qu'on vient absolument pas chercher une de leurs valeurs. On n'est pas sur un concept d'injustice, on n'est pas sur un concept de trahison, enfin, c'est absolument pas ça. Mais ça, si ça vient autant activer quelque chose chez elles, bah, en général, c'est qu'il y a un lien, tout simplement. Donc, cette quatrième étape, c'est ça, enfin, cette quatrième possibilités, ce sont ces personnes où elles vont dire bah non ça me correspond pas du tout, mais tout ça c'est n'importe quoi, c'est nanani nanana. Bah on sent que ça vient activer quelque chose en fait. Et c'est possible. Et souvent on pose la question est-ce qu'il est possible de vivre toute sa vie en fait dans la suradaptation? Bah, totalement. Il y a pas mal de témoignages comme ça qui sont touchants de personnes âgées qui voilà arrivaient en fin de vie et parce que par des maladies ou effectivement elles sentent qu'elles vont partir pas longtemps, elles vont écrire, elles vont laisser une lettre, elles vont s'exprimer une dernière fois, et notamment sur leurs regrets qu'elles ont eus dans leur vie. C'est assez triste de se rendre compte que, pour la plupart, les regrets, c'est justement ça, où elles n'ont pas été elles-mêmes, où elles ne sont pas allées au bout de quelque chose qui leur faisait vraiment plaisir, par peur du regard des autres, par peur de la critique, par rapport à plein de peurs, et pendant tant d'années, en fait, elles ont mis ça sous le tapis. Elles ont en fait conditionné leur esprit à penser que tout était ok, qu'elles étaient vraiment en fait alignées. Et c'est seulement parce qu'après elles n'ont plus le choix, que là en fait elles ont plus l'espoir que ça change, qu'enfin en fait la carapace elle explose en fait. Où elles se rendent compte que si elles ont des regrets, elles ont de profonds regrets, et que c'est douloureux parce qu'en fait elles se sont tellement suradaptées qu'elles ont suradapté leur esprit à croire que c'était ok. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est triste, mais oui, il y a des gens qui passeront toute leur vie dans le déni. Et du coup, qui ne supporteront encore moins les personnes qui n'en font pas autant. Parce que si vous en faites pas autant, ça veut dire que vous remettez en question leur manière de faire. Et ça, c'est trop douloureux pour elles. Donc forcément, si vous essayez de vous chercher, d'arriver à vous connaître, je pense notamment à toutes ces personnes qui sont contre le développement personnel. Je trouve ça assez drôle et assez étrange même, drôle dans le sens un peu négatif, je dois bien admettre, qu'on soit contre le développement personnel. Le développement personnel,
C'est très subjectif, chacun se développe comme il veut, où il veut d'ailleurs, mais comment on peut être contre quelque chose qui nous permet de nous développer? Je n'arrive pas à comprendre le concept. Alors oui, ces gens-là vont utiliser des arguments, un peu, j'ai envie de dire, du vu, du déjà vu, genre oui, il y a de tout, il y a des escrocs, compagnie, non mais bon, je pense qu'on peut aussi laisser, aux gens la responsabilité de penser par eux-mêmes, hein, voilà, et de voir s'il y a certaines choses qui leur parlent, d'autres qui leur parlent pas, de tenter, d'essayer, de se tromper, de revenir en arrière et d'évoluer en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que ces personnes-là, souvent, qui sont contre ça, mais justement, c'est parce qu'elles ne l'autorisent pas. Elles ne veulent pas se l'autoriser. Et donc, le fait de se dire que d'autres puissent se l'autoriser, mais c'est extrêmement violent pour elles. C'est juste pas possible. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, effectivement, encore une fois. En tant que personne atypique, eh bien, dès le plus jeune âge, de sentir le besoin de se suradapter aux autres. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les hypersensibles ou les surdoués. En fait, de par leurs neurones miroirs, beaucoup, et sont nombreux à être très réactifs, ils vont capter la manière, en fait, de manière involontaire et inconsciente, qu'on attend d'eux, les émotions d'autrui, et ce qu'on va attendre d'eux aussi. C'est-à-dire qu'un jeune enfant pourra ainsi très naturellement adapter son comportement aux attentes de son entourage. Surtout s'il comprend que plus il s'adapte et plus il obtient de l'attention positive, des compliments et des avantages sociaux dont on vient de parler. C'est-à-dire que ce truc de il me ressemble, il fait ce qu'on attend de moi, ce que j'attends de lui d'une certaine manière, donc je vais plus lui faire confiance, donc je vais lui permettre plus de choses, donc il a plus de privilèges par rapport à d'autres. Et dans une fratrie, c'est pareil. L'enfant qui s'adapte et se suradapte au mieux aux besoins de ses parents aura certainement des privilèges que ses frères et sœurs n'auront pas. Parce qu'on va lui faire plus confiance, parce que lui, il écoute, parce que lui, il fait ce qu'on lui demande, ainsi de suite. Et comme bien sûr, tout être humain a besoin, et c'est normal, c'est légitime d'être accepté et aimé, eh bien, on va tous, effectivement, tenter de correspondre au mieux à l'environnement dans lequel on évolue, et surtout dès l'enfance. Mais le problème, c'est les femmes. Là, je donne au féminin, mais les femmes, elles vont davantage se camoufler. Ce sont des vraies caméléones. Elles vont utiliser toutes leurs capacités pour se cacher, se fondre dans la masse, dans le décor, pour se faire accepter. Elles sauront très naturellement, grâce à leur intelligence notamment, comment endosser le bon rôle, celui qui est attendu d'elles en fait. Et comme en plus la pression sur les femmes dans notre société est très forte, il est assez commun de les voir utiliser leur perfectionnisme notamment pour s'élever au rang de superwoman. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre Femmes atypiques, mais je parle notamment de ça dans le profil des Caroles. En fait, il y a un petit test au début du livre Femmes atypiques où il y a 8 profils de femmes atypiques, voilà, je me répète. Et notamment les Caroles, j'ai fait tout un chapitre dessus, où elles vont essayer de cocher toutes les cases dans la liste de perfection. C'est-à-dire que être une femme attirante, mais pas trop. Être une femme intelligente, mais pas trop. Être aimable et serviable, surtout. Être une mère présente et totalement dévouée. Être une épouse ou une amante qui fera le bonheur, bien sûr, de son ou sa partenaire. Être une collègue et une amie bienveillante sur qui on peut toujours compter. Avoir une maison propre et bien rangée en toutes circonstances. Avoir des enfants polis et qui réussissent d'eux-mêmes, bien sûr. Ne pas prendre trop de poids, même pendant la grossesse. Passer du temps à faire du sport, mais ne pas être trop musclé, etc., etc. Bref, la liste, bien sûr, s'allonge et on peut reconnaître un petit peu ce profil-là, vous savez, dans la série Desperate Housewives sur Brie Van de Camp, qui, à mon sens, fait bien éloge des Caroles et donc de ces femmes, finalement, qui se caméléonisent plus, si vous avez vu, bien sûr, la série. Et on en vient à un problème, c'est le déni de réalisation. Je vais finir le podcast là-dessus parce que je le trouve hyper intéressant. Le déni de réalisation, qu'est-ce que c'est? Et ça touche beaucoup les femmes qui se caméléonisent. C'est lorsque nous refusons de nous réaliser de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En fait, c'est dû au mélange entre le faux self et le vrai self. Alors, pour les personnes qui connaissent pas ces concepts, finalement, le faux self, c'est un peu ce caméléonisme. C'est-à-dire le faux self, c'est quand je mets un masque sur moi, un masque social qui peut être utile, parce que parfois on veut pas vraiment révéler nos failles, nos insécurités, nos difficultés, et donc voilà, à tout bout de champ, et c'est normal, on se protège, donc on va mettre un masque. Sauf que le problème, c'est que parfois certaines, elles ont tellement posé un masque qu'elles ne se connaissent plus sans masque. C'est un peu comme si vous passiez toute votre vie toujours à être maquillée, vous savez plus comment est votre visage sans maquillage. Le vrai self, c'est ça, c'est votre naturel en fait. Et le but, c'est d'aimer assez son naturel pour en fait mettre un faux self, mais lorsqu'il est utile, mais ne pas mélanger les deux. Et c'est pas toujours clair, et c'est pas toujours évident.
En fait, lorsqu'il y a une telle méconnaissance de soi et qu'on pense savoir qui on est, mais qu'on ne se voit qu'à travers les yeux d'autrui, il n'est pas rare que on ne peut pas s'assumer pleinement. En fait, si vous avez passé votre vie à vous caméléoniser et à en fait à avoir un masque et un faux self, vous allez toujours avoir la sensation qu'on ne vous aime pas pour qui vous êtes. Et c'est vrai. C'est vrai puisqu'en fait, vous n'avez jamais montré qui vous étiez. Donc, possiblement, vous avez aussi mal choisi votre entourage. Parce que les gens, en fait, qui vous entourent et qui possiblement vous aiment et ils pensent que c'est pour qui vous êtes, en fait, ils aiment un faux self. Je ne sais pas si c'est très clair. Plus vous allez vous donner corps et âme pour rentrer dans un moule, plus vous allez rentrer dans le déni de réalisation. C'est-à-dire que malgré une apparente réussite personnelle et professionnelle, vous n'allez jamais vous sentir aligné avec votre vous profond, avec votre vrai self. Alors souvent, ces femmes atypiques, elles le comprennent bien plus tard, lorsque les enfants sont grands, lorsqu'elles ont atteint justement un certain objectif professionnel. Elles pensaient que, en arrivant à ce niveau-là, elles seraient enfin satisfaites, et c'est pas le cas. Et cette prise de conscience va souvent justement les mener à consulter un thérapeute, et il n'est pas rare de les entendre dire j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, j'en peux plus, je sais même plus qui je suis. Donc voilà, le syndrome de la caméléone, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut mener au risque de se perdre totalement soi-même dans les attentes des autres. On se noie dans le regard des autres. Et c'est ce qui explique parfois pourquoi certaines, elles font burn-out sur burn-out, ou qu'il y a des syndromes dépressifs, voire carrément une dépression. Ça peut être un axe de travail que vous pouvez travailler en thérapie avec un professionnel de la santé, notamment, même si le mot syndrome de la caméléone n'est pas toujours posé parce que malheureusement tout le monde ne le connaît pas. Maintenant que vous le savez, ça peut peut-être vous aider. J'espère que cet épisode de podcast a pu vous parler. J'essaye de faire un épisode un peu court parce que je pense que ça peut être bien chamboulant. Donc je ne veux pas en donner trop. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le workshop qui sera donc en atelier après. Ce qui est chouette, c'est d'être en live parce que lorsqu'on est en live pendant le workshop, je réponds aux questions et puis j'avance à votre rythme et c'est super chouette parce qu'en fait, je vous envoie plein d'exercices en amont, vous avez des exercices pendant, des exercices après, vous avez après accès au replay, bref, c'est assez complet. Pour les personnes qui ont fait le workshop de l'impostrice, je pense que vous savez. Pour les autres, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous demandez pas si vous êtes légitime, pas légitime, en étant atypique, pas du tout. Si ce podcast vous a parlé, vous êtes clairement les bienvenus. Voilà, tout simplement. Et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, comme d'habitude, vous le savez. Et n'oubliez pas de me faire un retour sur cet épisode de podcast, s'il vous a parlé, s'il aurait manqué des choses ou pas. Après, c'est vrai que pour développer, je vais faire tout un workshop qui va prendre plusieurs heures, donc forcément, on ne peut pas faire la même chose dans un épisode de podcast, mais j'espère au moins quand même que ça a pu vous éclairer sur ce que ce n'était pas, sur ce que c'était, et au moins si vous pouvez déjà vous positionner, même s'il y aura un test bien sûr dans le workshop. Et sur ce, je vous souhaite bien sûr une très très belle semaine. Prenez soin de vous, aimez-vous